Bonjour Ella, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Santé et Digital, le podcast de Calmedica. Donc on va parler de toi aujourd'hui, on va parler de ce que tu fais à la DNS et de manière classique, est-ce que tu peux commencer en te présentant même si je t'ai introduit déjà ? Donc moi c'est Ella Guerini et je suis la co-responsable du numérique en santé au ministère de la Santé et de la Prévention. Et donc la DNS que tu présentais en introduction, c'est la délégation ministérielle au numérique en santé. Okay. Et en fait c'est une équipe d'une 40aine de personnes qui est directement rattachée au ministre et dont la mission est en fait de piloter la politique publique pour développer et réguler les usages du numérique dans le champ de la santé. Donc développer parce qu'on a la conviction que ça doit être un levier de transformation de notre système de soins et Dieu sait qu'on en a besoin. Et réguler aussi pour s'assurer que le développement des usages du numérique, il se fasse dans un cadre de confiance, de sécurité, mais aussi d'éthique pour que les solutions qui soient mises entre les mains des soignants et des patients, elles respectent un cadre de valeur aussi, qui est celui de notre système de soins. Ok, très clair. Et toi, quelles sont tes missions particulières au sein de la DNS ? Donc moi, avec mon collègue Raphaël Beaufray, en fait, on anime ensemble le travail de cette équipe. Donc très concrètement, on prend des textes, par exemple de régulation, on définit des décrets qui disent comment est-ce qu'on va demain réguler tel ou tel champ du numérique en santé. Pour donner un exemple très concret, là, on est en train de définir un ensemble de règles, ce qu'on appelle nous un référentiel, qui va s'appliquer aux sociétés et aux solutions de téléconsultation. Donc tu sais que depuis la loi de finances de l'année dernière, les sociétés de téléconsultation elles vont pouvoir être remboursées directement en tant que entre guillemets employeur de médecins. Et donc on définit avec les acteurs de l'écosystème les règles qui permettront de garantir la sécurité, l'interopérabilité et l'éthique des solutions qui sont utilisées dans ces sociétés. D'accord, donc il y a quand même beaucoup de chantiers, c'est ce qu'on comprend, de toute façon c'est en plein dans l'air du temps. Donc dans cet épisode, on va faire un zoom sur les actions que porte la DNS au sein de l'hôpital et aussi auprès des innovateurs en santé. Et pour commencer, donc on va commencer sur le zoom hôpital. Quelles sont les actions que mène la DNS à l'hôpital ? Alors, au niveau national. Nous, très concrètement, on s'inscrit dans la continuité d'une histoire de plan d'investissement et de financement de la numérisation du numérique à l'hôpital. Ça veut dire que depuis maintenant 10-15 ans, en fait, il y a eu pas mal de plans d'investissement nationaux qui ont financé le déploiement du numérique à l'hôpital, souvent en prenant des angles comme l'interopérabilité avec la ville, parfois des angles sur l'outillage des professionnels, parfois des angles autour de la sécurité interne à l'hôpital, etc., etc. Et donc, depuis maintenant 2 ans, dans le cadre de la feuille de route du numérique en santé, et plus exactement du Ségur numérique, qui est un des plans d'investissement qu'on pilote, eh bien, on met en place 2 programmes à destination des acteurs hospitaliers. Je les cite très rapidement et ensuite je te parlerai rapido de la suite. Donc les 2 programmes qu'on pilote, il y en a un qui vise à faire évoluer les logiciels qui sont au cœur de l'activité hospitalière. La gestion de l'admission des malades, les GAM, enfin les logiciels on va dire plus administratifs sur le patient. Et l'autre logiciel, c'est les DPI, les dossiers patients informatisés. On s'occupe aussi de ce qu'on appelle les PFI, qui sont les plateformes un peu d'interopérabilité interne aux hôpitaux. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 gammes de logiciels qui sont au cœur de l'activité hospitalière ? On définit un ensemble d'exigences de sécurité, mais surtout d'interopérabilité, notamment pour qu'ils permettent l'envoi systématique des documents aux patients, par exemple sa lettre de liaison de sortie, qui peut être super utile pour le patient après un épisode de soins, s'assurer qu'elle lui soit systématiquement envoyée dans mon espace santé et qu'elle soit aussi envoyée au médecin prescripteur par messagerie sécurisée par exemple. Donc ça c'est le genre de truc qu'on fait, on va discuter avec les éditeurs de ces logiciels des évolutions qui sont attendues dans les solutions qu'ils mettent sur le marché. Et en fait, cette discussion-là, on l'a fait aussi avec les usagers finaux, les acteurs hospitaliers, les DSI, les fédérations hospitalières, pour s'assurer que ça répond bien à leurs besoins. On fait la même chose, donc je te disais, sur les gammes, sur les PFI, et ça nous a permis comme ça un peu de faire monter le niveau de maturité des solutions logicielles sur ces questions d'interopérabilité et de sécurité à l'hôpital. L'autre programme qu'on finance, c'est un programme qui s'appelle SUNES, qui grosso modo vise à financer tous les projets plutôt d'ordre
organisationnelles qui vont accompagner le développement des usages du numérique. Par exemple, qualifier l'INS, qui est super important pour le parcours du patient, genre être sûr que le patient dont on parle est bien celui dont on parle, donc qualifier son identité nationale de santé, c'est certes un volet technique, mais ça a surtout un volet humain. C'est qu'il faut que les équipes qui soient en charge de l'admission à l'hôpital, elles aient des bonnes pratiques, il faut qu'il y ait des cellules en interne qui fassent ce qu'on appelle de l'identito-vigilance. Et pour la mise en œuvre de tout ça, on met en place des programmes de financement de l'hôpital, qu'on appelle des programmes de financement incitatifs à l'usage. Ok, très clair. Et pour te parler de la suite, mais je vais faire très vite, là maintenant on a 2 priorités, notamment avec nos collègues de la Direction Générale de l'Offre de Soins au ministère. La première, c'est la cyber. En vrai, voilà. Je pense que j'aurai 2-3 questions sur le sujet. Ok, du coup, je t'en dis pas trop, mais c'est un sujet qui est clairement d'actualité, donc il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on trouve des solutions qui soient à la hauteur des enjeux. Et l'autre volet, c'est de se dire, maintenant qu'on a très largement accéléré l'interopérabilité des quelques briques logicielles dont je t'ai parlé, comment est-ce qu'on s'assure que ça soit bien au bénéfice des soignants qui exercent dans l'établissement? Donc comment est-ce qu'on fait aussi de l'interopérabilité intra-hospitalière? Et comment est-ce qu'on s'assure que les soignants aussi, dans leur activité, ils aient un accès facile à l'historique médical des patients, notamment ce qu'on appelle l'accès en consultation aux documents qui sont dans mon espace santé. Et ça, c'est au cœur des priorités qui sont pour nous un peu à construire dans le cadre du prochain plan de financement qu'on va mettre en place, on l'espère, dès l'année 2024. Ok. Je sais que sur ce podcast, on parle pas mal de tout ce qui est télésuivi, télésurveillance. Quelle est la place du télésuivi dans la stratégie d'adoption du numérique en santé? Est-ce que tu as des éléments là-dessus à nous donner? En fait, tu sais, tout à l'heure, je te disais, notre mission, c'est réguler et développer les usages. Et en fait, sur le volet développer les usages, on est super attentif à tout ce qui se fait à l'hôpital qui va être de nature à améliorer la prise en charge des patients et à améliorer l'organisation du côté des soignants pour qu'ils gagnent du temps. Et typiquement, aussi bien la télésurveillance que le télésuivi, pour nous, ça s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire que ça permet aux professionnels de s'approprier des outils qui vont leur permettre de mieux organiser le suivi des patients. Éviter de mettre en place des protocoles de suivi qui soient, entre guillemets, strictement calendaires. Le patient, je dois le voir 2 semaines, 3 mois, ce type de protocole-là, et plutôt de les personnaliser, de les adapter pour faire en sorte que le temps des équipes soignantes, elle soit bien focalisée autour des cas qui en ont le plus besoin. Donc à ce titre-là, nous, on est très, très attentifs à ce qui se déploie là-dessus. Et on est aussi assez attentifs au fait que ça se déploie dans un cadre d'interopérabilité qui permettent d'abord d'améliorer la qualité des solutions qui sont utilisées sur le terrain, du genre, si pour bien suivre un patient, il faut que j'ai aussi son historique médical, sa lettre de liaison de sortie, s'assurer que ces données-là, elles puissent être accessibles aux soignants dans le même logiciel. Ça, il va falloir qu'on y travaille avec les acteurs du secteur, mais aussi que ces logiciels-là, ils puissent avoir accès à de l'information pour encore plus personnaliser le suivi des patients. Imaginons une société de télésuivi qui a vocation, par exemple, à être référencée au catalogue de mon espace santé. C'est un truc dont on a beaucoup parlé avec les équipes de Calmedica depuis le début de la construction du catalogue. Peut-être qu'on aura l'occasion de recreuser le sujet dans le podcast. Mais l'idée, c'est de se dire, si le patient, on peut pré-remplir un certain nombre de ces informations sur la base des données qui sont dans mon espace santé, ou à l'inverse, que les données qu'il remplit dans le cadre de son télésuivi, elles peuvent être utiles pour le reste de sa prise en charge et donc elles ont vocation à aller dans son dossier médical, ça serait bien qu'en un seul bouton, le patient il puisse y consentir proactivement, dire oui, je veux bien que mon espace santé et cette application de télésuivi puisse échanger des données me concernant pour améliorer d'abord la consolidation de mon dossier médical, mais aussi le parcours, la personnalisation du parcours de télésuivi. Ok, très très clair. Il y a une question aussi qui pourrait se poser, qui va se poser sur comment est financé finalement le numérique à l'hôpital. C'est peut-être une grosse question, mais si tu as des billes pareilles à nous donner là-dessus. Ouais, c'est clair que c'est une grosse question. Je vais juste prendre le sujet de 3 angles. Ouais. D'abord, on va avoir tout ce qui est dispositifs médicaux à usage individuel, du genre télésurveillance qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure. En gros, l'idée, c'est de dire si le dispositif médical qui est utilisé et sa partie numérique, elle est facilement, entre guillemets, utilisable par une personne à titre individuel, un patient, eh bien on prend en charge, comme on le fait pour le médicament ou pour les dispositifs médicaux classiques, à la maille individuelle du patient. Donc c'est le patient qui est remboursé et l'équipe de soins qui choisit de faire de la télésurveillance qui bénéficie de l'aspect forfaitaire. Donc ça, c'est une manière qu'on va avoir de financer. Mais quand c'est facile d'évaluer qu'à la fin, le bénéfice clinique, il est pour une personne individuellement.
Ensuite, on a d'autres volets de financement du numérique à l'hôpital qui sont en fait, en gros, financer les DSI. Okay. Tu vois, dire pour qu'un hôpital il puisse fonctionner et que le numérique puisse servir à l'organisation hospitalière, il faut qu'il y ait une partie de son budget qui soit dédiée au numérique. Là, quand on regarde ce qui se passe en France et quand on compare à l'étranger ou à d'autres industries, on se rend compte qu'on n'y est pas. Les comptes n'y sont pas. Okay. Concrètement, en France, on ne finance pas suffisamment l'informatique hospitalière. Est-ce que tu as une part, un petit ratio peut-être? Ouais. En gros, aujourd'hui, la moyenne qui est remontée du terrain, c'est 1,6% du budget d'un hôpital qui est dédié à son informatique. Ok, c'est tout? Ouais. 1,6%, c'est tout. Et quand on compare, par exemple, typiquement à la Mayo Clinique, qui est souvent prise comme exemple de l'établissement hospitalier qui a réussi à mettre une organisation où le numérique est effectivement utile au parcours des patients et à l'organisation des équipes soignantes, eux, c'est 6% déjà. Okay. Et si on compare encore à d'autres industries, et je ne dis pas qu'il faut le faire, mais genre assurance, tourisme, banque, eux, on est plutôt autour de 15%. Donc clairement, avec les 1,6% qui sont déployés à l'hôpital, on le sait, on n'y est pas. Donc nous, on a pour objectif là déjà de passer la barre des 2% de manière systématique. Donc pour ça, on a des réflexions en cours. Par exemple, on a des programmes d'investissement au niveau national que je te décrivais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils soient bien orientés, qu'il n'y ait pas d'effet de transvasement de quand nous on paye je ne sais pas combien à un hôpital pour tel projet, que la dotation de sa DSI ne soit pas réduite d'autant en base annuelle. Donc ça, c'est des réflexions, des discussions qu'on a avec les DSI hospitalières, avec les directeurs généraux des établissements. Donc nous, il faut qu'on trouve un mécanisme en fait d'avoir une sorte de forfait numérique à l'hôpital. C'est vraiment pour nous un enjeu même de résilience. Parce qu'en fait, quand tu finances pas assez ton hôpital, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais que augmenter ta dette technique. Ouais. Et ta dette technique, c'est quoi ? C'est du risque cyber. C'est un peu de désagrément pour les soignants. Et je ne sais pas si tu as déjà vu un médecin hospitalier, mais j'en connais peu qui sont super contents et satisfaits de leur SI. Je veux dire, souvent, ils râlent plus qu'autre chose. Donc, ça crée du désagrément pour l'utilisateur final et de la dette technique qui est autant de risques sur le volet cyber. Donc ça, c'est pas viable sur le long terme. Il faut vraiment qu'on améliore les choses. Et pour le coup, les DSI avec qui on échange, ils sont super motivés, super engagés sur ces sujets-là. Et on sait qu'on peut s'appuyer là sur un collectif super mobilisé pour construire ce forfait numérique à l'hôpital. Et pour nous, sa barre minimum doit être de 2% du budget d'un hôpital qui est dédié au numérique. Et puis ensuite, je te disais, il y a 3 trucs. Il y a le budget de la DSI, ces dispositifs médicaux à usage individuel qu'on sait rembourser. Et puis ensuite, il y a tout un tas de trucs du genre les algorithmes d'intelligence artificielle pour améliorer l'exploitation des images en radiologie, ces logiciels d'aide à la prescription pour éviter les contre-indications médicamenteuses. Tous ces logiciels qui, aujourd'hui, en fait, pèsent sur le budget des établissements, mais on ne sait jamais trop par quel angle les prendre. Ça reste des dispositifs médicaux, dans le sens où ils sont généralement marqués CE quand même. Okay. Et c'est des dispositifs médicaux qu'on va appeler à usage collectif. Et là-dessus, on est en train de se porter un peu sur la réflexion avec les collègues de la HAS pour définir des modalités d'évaluation, mais aussi imaginer des modalités de financement pérenne de ces dispositifs médicaux à usage, on va dire, hospitalier. Ok, très très clair. Tu l'as parlé tout à l'heure, tu nous as teasé un petit peu, et je sais que c'est quand même un sujet qui est à la mode, on peut le dire comme ça, qui est à la mode, mais pour les bonnes raisons, c'est la cybersécurité. Donc, quelles sont les mesures, les missions, qu'est-ce que vous faites actuellement à la DNS sur ce sujet-là ? Et peut-être, question supplémentaire ensuite, comment tu vois le futur de la cyber en France ? Ouais, alors, aujourd'hui, la situation, il n'y a pas d'autre mot, elle est alarmante. En gros, tous les mois, on a un incident. Si je te donne les chiffres de l'année dernière, on a eu une 30aine d'incidents graves. Et graves, ça veut dire qu'ils ont un impact mineur ou majeur sur l'organisation de l'établissement, sur la continuité des soins. Et donc là, on ne peut pas accepter en fait, que l'informatique d'un établissement compromette la capacité de soigner, quoi. Enfin, c'est inacceptable. Et pour autant, c'est le résultat, je le disais tout à l'heure, en fait, d'une dette technologique, d'un parc informatique de nos établissements hospitaliers qui est malheureusement trop grand, peu maîtrisé, non pas parce que les équipes ne sont pas compétentes ou pas mobilisées, mais juste parce que généralement, un système d'information hospitalier, c'est plus de 200 applications, et donc c'est juste difficilement maîtrisable en fait par une équipe de la taille des DSI actuelles qu'on a dans nos établissements hospitaliers en France. Donc d'abord, le diagnostic.
Pour nous, c'est ça la priorité. C'est s'assurer que dans l'ensemble des établissements hospitaliers, quelle que soit la taille, on réalise des audits qui nous permettent de savoir d'où est-ce qu'on part et de quoi est-ce qu'on parle. Donc ça, on est en train de généraliser dans l'ensemble des établissements hospitaliers la mise en place d'audits annuels. Et ensuite, les résultats des audits, là, on commence à les voir monter, et donc ils ne sont pas bons, mais ça, quelque part, on le sait, on avait cette appréciation-là, mais ce qui est important, c'est qu'ils permettent de définir des zones de risque et des plans de remédiation associés. Ces plans de remédiation, ils portent sur 2 trucs. 1, limiter le taux de pénétration. Et ça, comment est-ce que tu fais ? C'est que tu limites ton exposition sur Internet, ou plutôt ton exposition à risque sur Internet. Donc là, pour ça, on fait des audits qu'on appelle de cybersurveillance. On voit à quel point est-ce que sur Internet, on est exposé à un risque cyber, et donc on identifie les failles, et donc on voit les plans de remédiation associés. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est limiter la propagation. C'est-à-dire, une fois que l'attaquant il est entré, faire en sorte que son attaque, on en minimise le périmètre. Et donc ça, généralement, la brique, entre guillemets, qui est centrale dans les stratégies de propagation des attaquants à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle l'Active Directory. C'est grosso modo la grosse brique technique qui gère les comptes et les droits d'accès pour l'ensemble des systèmes d'information hospitaliers. Et donc, ça, pareil, on fait des audits avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, sur ces Active Directory. Et là, pareil, on identifie les plans de remédiation associés. Donc, première chose, faire les audits systématiquement, que tous les établissements ils aient en tête les priorités de leur plan de remédiation. Deuxième chose, si une attaque arrive demain et qu'on n'a pas pu mettre en place le plan de remédiation, il faut qu'on soit préparé. Comment est-ce qu'on se prépare ? Par des exercices de crise. Il n'y a pas d'autre manière. Pour nous, c'est vraiment, au vu de l'état actuel de la menace, pour nous, l'opération la plus pragmatique, celle qui a le meilleur, entre guillemets, rapport qualité-impact, qualité-prix, c'est les exercices de crise. Il faut que les équipes hospitalières, elles aient connu une situation de crise pour savoir comment réagir. En gros, si je te la fais courte, un aide-soignant qui, dans la nuit, voit un écran rose sur son écran, il saura d'autant plus comment réagir qu'il a vu et vécu l'exercice de crise. Et s'il réagit vite, on pourra limiter la propagation. S'il appelle l'ingénieur réseau pour limiter le flux, tout de suite, immédiatement, on va endiguer l'attaque et donc éviter qu'elle se propage et qu'elle ait des impacts majeurs, notamment sur l'organisation des soins. Donc ça, c'est les 2 trucs super importants. Là, pour nous, priorité numéro 1, généraliser les audits, généraliser les exercices de crise. Et puis, après, on fait plusieurs actions qui sont plutôt du moyen terme. D'abord, on est en train de négocier un plan de financement pluriannuel pour, en gros, doubler le budget qui est dédié à la cyber à l'hôpital. Donc là, on est en train d'amorcer des crédits déjà dès l'année 2023-2024, mais on a besoin d'avoir cette visibilité pluriannuelle pour avoir un plan qui soit à la hauteur des enjeux. Donc là, c'est en discussion et on espère pouvoir donner des signaux de fumée blanche, entre guillemets, aux acteurs de l'écosystème d'ici la fin de l'année. Et par ailleurs, on travaille sur un autre sujet qui est super important, c'est la certification HAS. En gros, aujourd'hui, tu sais, les établissements hospitaliers doivent tous être soumis à cette certification. C'est une certification qui porte beaucoup sur la qualité de l'établissement, la qualité de la prise en charge. Et nous, on considère aujourd'hui qu'avoir des bonnes règles de gouvernance, d'hygiène numérique au sein des établissements, au vu de l'impact du numérique sur la qualité et la continuité des soins, c'est un enjeu qui doit rentrer dans la certification. Ça fait complètement sens. Ouais. Donc on travaille avec les collègues de la HAS pour former ce qu'on appelle des patients traceurs et des informaticiens traceurs qui du coup pourront participer aux audits de certification et identifier si les bonnes pratiques en termes de gouvernance et aussi de pilotage en fait, des systèmes d'information hospitaliers sont bien en place dans les établissements et donner ou non la certification en fonction de critères numériques. C'est vrai que c'est un très gros chantier. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je pense, des fois, ça doit peut-être même donner envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de tout enlever et de tout repartir de zéro peut-être. Si on faisait ça, je pense que ça serait compliqué de soigner en France demain. On va partir complètement donc malheureusement, cette option, elle n'est pas trop sur la table. Et franchement, je ne suis pas tout à fait sûre qu'elle soit
qu'elle soit souhaitable, tu vois. On nous dit souvent, oui, mais si, au lieu de travailler avec toutes les entreprises du secteur, vous faisiez table rase et vous développiez le système national qui va tout résoudre, etc. C'est ce que j'avais en tête. Moi, je ne crois pas trop à ces trucs-là. Okay. Je ne pense pas au côté providentiel où on pense qu'on peut faire mieux juste parce qu'on repart de zéro. Je pense que c'est effacer la complexité qui est inhérente aux différents établissements, aux différents exercices, aux différentes organisations. Et je pense que, en tout cas, nous, on n'est plutôt pas favorable du truc conçu au niveau national, avenue du Ken, et qui se déploie ensuite uniformément sur le terrain. Je pense que ça aura du mal à embrasser la complexité de la réalité des organisations et juste des pratiques sur le terrain. C'est très très intéressant. C'est vrai que je me suis déjà posé la question personnellement. J'ai déjà eu des débats aussi avec d'autres personnes qui bossent à l'hôpital et même des entrepreneurs aussi. Et ok, du coup, hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là. Mais tu vois, par contre, nous, on se dit, il y a quand même des trucs sur lesquels ça sert à rien que pour le coup, tous les acteurs se reprennent la tête à redévelopper typiquement des systèmes d'identification électronique des professionnels. Tu vois, le médecin, il est médecin, qu'il exerce à Poitiers ou à Bordeaux, c'est le même. Donc en fait, on croit vraiment à ce côté. Certes, il faut que les solutions elles soient adaptées aux besoins des pratiques, à la réalité des organisations. Mais par contre, il doit y avoir des briques technologiques qui sont partagées pour garantir l'interopérabilité, la fluidité. Et ça ne sert à rien de réinventer les infrastructures techniques socles. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre stratégie à nous. Ce n'est pas de dire l'État fait tout, c'est de dire l'État, il fait les infrastructures socles qui permettent aux autres de développer des services à valeur ajoutée. Si on pense qu'on peut embrasser au niveau national toute la valeur, toute la complexité des solutions métiers qui sont mises entre les mains des soignants, je pense qu'on fait fausse route. Par contre, embrasser la complexité de comment est-ce que j'identifie un patient, et ça c'est pareil à Paris ou à Angoulême, comment j'identifie un professionnel, comment est-ce que je partage des ressources d'imagerie, comment est-ce que je stocke des données de santé. Ces règles-là, on pense qu'elles doivent être définies au niveau national et que du coup, elles permettent de réduire le niveau de complexité que les acteurs ils ont à prendre en compte au niveau local. Ils n'ont plus à se soucier de gérer localement un annuaire des professionnels ou ce qu'ils appelaient à l'époque des serveurs de rapprochement d'identité des patients. L'identité nationale, elle est servie par un téléservice national. Tu t'y abonnes et tu as l'identité des patients, que tu sois à la MSP du coin ou au CHU d'à côté, quoi. Finalement, tu as fait la transition parfaite vers la deuxième partie de cet épisode, donc plutôt sur les innovateurs en santé. Donc, tu en as parlé un petit peu. Et une grosse question, qu'est-ce que c'est la stratégie d'accélération du numérique en santé ? C'est un programme d'investissement qui s'inscrit dans le plan France 2030. En gros, l'idée, c'est de dire aujourd'hui en France, on a les moyens, on a les ressources d'être des vrais pionniers de la e-santé. Et donc, il faut qu'on accompagne tous les innovateurs, du chercheur qui a l'idée, du médecin hospitalier, universitaire, qui a un problème très concret à résoudre, jusqu'à l'accès au marché des solutions qui ont fait la preuve de leur impact. Donc, la stratégie d'accélération santé numérique, c'est vraiment un continuum d'action et de financement associé qui vise à accompagner les innovateurs, les innovations, de l'émergence de l'idée à l'accès au marché. Donc, pour te donner un exemple, avec la stratégie d'accélération, on finance un réseau qu'on appelle les tiers-lieux d'expérimentation, qui vise en fait à faire émerger en France des établissements, des organisations de soins qui sont des acteurs de la co-conception des solutions numériques qui demain arriveront sur le marché. Donc aujourd'hui, il y en a 10 et on est en train de lancer un nouvel appel à projet. L'idée, c'est que ces acteurs-là, par spécialité, soit sectorielle, soit thérapeutique, en fonction de leurs angles, ils développent des programmes d'incubation, d'accompagnement, où ils mettent ensemble des équipes soignantes, des innovateurs, des chercheurs, des experts de l'évaluation clinique, et comme ça, ils expérimentent des choses qui demain auront vocation à arriver sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de modéliser avec les 10 premiers lauréats. Et à terme, notre objectif, c'est d'en avoir une trentaine qui mettent en œuvre plus d'une centaine de projets d'expérimentation.
Et puis, à l'autre bout de la chaîne, pour les solutions qui sont des dispositifs médicaux numériques qui sont déjà marqués CE, mais qui sont encore, par exemple, en phase d'essai clinique, eh ben, on a mis en place un mécanisme qu'on appelle de prise en charge anticipée, qui s'inspire un peu du modèle allemand DIGA, mais qui essaye de aussi tirer les apprentissages de DIGA. Je ne dis pas que ce sera parfait, mais en tout cas, on a pu bénéficier des retours d'expérience de nos homologues allemands. Et l'idée, c'est de se dire, je donne un accès anticipé pendant, on va dire, 1 an avant l'accès au marché effectif, le fait que ce soit validé par la CNEDIM, c'est inscrit à la liste des produits de santé. Et en gros, l'idée, c'est pour une entreprise, elle va pouvoir valider son modèle, notamment économique, avec une avance et un budget forfaitaire pour sa solution qui sera défini 1 an avant son accès effectif au marché. Et ça lui permet, entre guillemets, sur son dernier kilomètre, d'avoir du cash in pour faire atterrir son accès au marché. Il y a un autre gros chantier sur lequel vous travaillez pour faire aussi accélérer l'accès au marché des DM numériques, c'est le programme Fast Track. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est un peu la même chose. En gros, là, l'idée, c'est de dire il faut qu'on mette ensemble tous les acteurs de l'écosystème qui interviennent dans le champ de l'accès au marché et qu'on identifie les freins, entre guillemets, pour chacun des dispositifs médicaux et de leur spécialité. Et donc, c'est exactement ça qui permet derrière la prise en charge anticipée. Est-ce que tu penses que les niveaux de remboursement seront suffisants ? Je pense que c'est une question qui doit te revenir très souvent. On doit vous challenger là-dessus aussi à la DNS. Ouais, on nous challenge pas mal là-dessus, que ce soit sur l'entrée dans le droit commun de la télésurveillance, qui a fait l'objet de beaucoup de débats et encore aujourd'hui, mais aussi sur la prise en charge anticipée. En fait, franchement, je ne vais pas venir ici en disant c'est bon, on a la méthode de calcul, tout est parfait. En fait, on est en train collectivement de construire des perspectives d'accès au marché. C'est déjà quelque chose d'assez inédit pour ces dispositifs médicaux-là. Donc, je veux bien entendre que parfois c'est jugé insuffisant ou pas tout à fait en réponse aux attentes des acteurs du secteur. Mais néanmoins, avant, il n'y avait juste rien. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas déjà mieux que juste rien. Et du coup, l'idée, c'est surtout de apprendre de l'expérience qu'on va avoir. Là, en fait, par exemple, sur la prise en charge anticipée, on va définir des montants qui sont forfaitaires. Bien sûr, derrière, ça sera revu au moment de la définition du tarif final d'accès au marché effectif, mais au moins ça permettra à une entreprise de faire rentrer de la trésor pendant 12 mois sur le dernier kilomètre de l'accès au marché de son entreprise, de sa solution. Est-ce que vous recevez des demandes spécifiques à la DNS ? Des entrepreneurs de tel ou tel secteur vont vous faire des demandes pour faire avancer le secteur. Bon, là, je pense forcément au télésuivi parce que c'est un petit peu la thématique du podcast. Est-ce que vous allez recevoir des entrepreneurs, des innovateurs qui vous disent « Ok, là, il faut faire quelque chose sur le télésuivi », puis ils vous mettent un petit peu la pression ? Franchement, non. Qui nous mettent la pression, franchement, non. Okay. Pas vraiment. Après, nous, on est peut-être une structure un peu particulière au ministère, c'est qu'en fait, on est très ouvert aux entreprises qui nous contactent. D'accord. En fait, à partir du moment où on prend notre rôle au sérieux, c'est-à-dire que notre rôle, c'est vraiment sincèrement de développer les usages du numérique dans le champ de la santé, faire en sorte que le numérique il serve à répondre aux challenges que rencontre notre système de soins, et en même temps qu'on prend aussi au sérieux notre rôle de régulateur, on est obligé de connaître le marché. On est obligé de connaître les solutions, les entreprises, comment est-ce qu'elles fonctionnent techniquement, à quel claim, entre guillemets, elles répondent, quel est leur bénéfice clinique attendu, à quelle situation organisationnelle elles essayent d'apporter une solution. Et donc pour ça, on est obligé d'échanger avec les entreprises. Alors oui, certaines, des fois, elles viennent nous dire, tu sais, moi, si tu arrivais à me trouver une manière d'être remboursé, tu verras, tout sera génial, etc. Il s'avère qu'il y a des essais cliniques pour ça. C'est exactement ce à quoi servent les essais cliniques. C'est démontrer la valeur. Donc, on est toujours en attente et donc notamment pour les essais cliniques, là, dans la stratégie d'accélération santé numérique, en fait, on finance la mise en place d'essais cliniques pour définir des méthodologies un peu packagées pour l'évaluation des bénéfices cliniques du numérique dans le champ de la santé. Et je tire un tout petit peu le trait, mais en fait, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que demain, on soit en capacité d'évaluer assez rapidement et de prouver la valeur clinique des solutions numériques qui peuvent apporter de la valeur aux patients ou aux équipes soignantes. Et on aimerait bien que notre manière d'évaluer ce bénéfice clinique-là, il soit commun à tous les pays européens. Okay. Donc là, en gros, on est en train d'animer ce qu'on appelle une task force sur les dispositifs médicaux numériques
avec nos homologues européens et la HAS. Et en fait, on réfléchit à un protocole d'évaluation, ou en tout cas au moins à l'identification de critères qui soient communs entre les différents pays européens pour dire si une boîte elle a fait son essai clinique, qu'il est reconnu chez nous par la CNEDIMS et que ça lui a ouvert un accès au marché en France, qu'elle n'ait pas à repartir à zéro si elle veut vendre son produit en Pologne, en Espagne ou en Allemagne. Et donc là, on a vraiment pour objectif d'atterrir à minima sur un accord franco-allemand d'ici la fin de l'année. Et pour nous, ça, c'est vraiment super important dans notre stratégie d'accompagner le développement des entreprises dans le champ du numérique en santé. Tu disais que vous avez un petit peu une vue globale sur tout ce qui se passe dans le secteur. Est-ce que toi, en prenant pareil un peu de hauteur, tu vois des secteurs où il faudrait améliorer le suivi du patient? Est-ce que tu arrives à identifier des failles, vu que tu dois voir énormément de boîtes, énormément de secteurs, etc. Si tu prends la hauteur, est-ce qu'il y a des secteurs où tu vois qu'il y a encore des choses à faire? Nous, dans tous les cas, en toute sincérité, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que dans tous les champs cliniques, à l'hôpital, en lien avec des pathologies chroniques ou des convalescences lourdes et longues qui peuvent nécessiter même parfois de l'hospitalisation à domicile, le télésuivi, on observe que c'est une solution qui est assez efficace. Alors, ça va dépendre des patients et je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur l'aisance des patients à utiliser ces nouvelles solutions pour suivre l'évolution de leurs symptômes, répondre aux questionnaires de télésuivi. Je sais que par exemple, Calmedica, pour ça, ils utilisent le SMS pour essayer d'être plus inclusifs. Je sais qu'il y a d'autres startups qui, elles font le choix d'avoir un accueil téléphonique pour essayer de répondre à ces populations qui parfois sont doublement concernées par une forme de fracture numérique et en plus par des difficultés d'accès aux soins. Et donc là, pour nous, c'est vraiment ça aussi le challenge, c'est de s'assurer que les solutions qui émergent, certes, elles répondent à des enjeux cliniques importants, recrudescence des maladies chroniques, renforcer aussi ce qui se passe en dehors de l'hôpital, ce qui se passe à domicile, entre guillemets, en vie réelle, et faire en sorte que ces bénéfices-là, ils ne soient pas uniquement acceptables, utilisables par des geeks comme toi et moi, mais aussi par l'ensemble de la population, et que du coup, on trouve, que ce soit au niveau du design des solutions, de leur accessibilité, ou au niveau de la conception même de l'expérience utilisateur, des moyens d'être le plus inclusif possible. Une question justement pour creuser peut-être un petit peu ce point-là. Donc on sait qu'il existe le programme ETAP pour les solutions de télésurveillance. À quelle pathologie vous pensez élargir ce programme ETAP ? Mais tu sais, maintenant, il est élargi en fait à toutes les pathologies chroniques potentiellement. Donc, par exemple, l'oncologie est rentrée dans le champ des maladies qui peuvent être prises en charge dans le cadre de la télésurveillance. Donc, là-dessus, en toute sincérité, c'est beaucoup la HAS qui se positionne, beaucoup plus que nous, quelque part heureusement, parce que nous, notre métier, c'est pas de savoir dans quelle pathologie est-ce que les solutions peuvent être les plus efficaces. Heureusement qu'on peut s'appuyer sur les collègues de la HAS pour prioriser ça. Mais donc, déjà, voilà, il y a tout un nouveau champ thérapeutique sur lequel la télésurveillance va pouvoir se déployer en étant prise en charge dans le droit commun. Et c'est le domaine de l'oncologie sur lequel on sait qu'il y avait beaucoup d'attentes des acteurs de l'écosystème. Donc on va voir si derrière ça va se déployer sur d'autres parcours aussi. J'ai encore 2 grosses questions pour terminer. Finalement, comment tu vois le numérique en santé se développer dans le futur, à l'hôpital notamment? Nous, franchement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est assez encourageant, enthousiasmant. On voit que le secteur bouillonne d'initiatives, d'envie, mais aussi de dispositifs aujourd'hui qui, on a l'impression en tout cas, ont répondu à des vrais besoins, des vraies attentes, aussi bien des entreprises du secteur que des professionnels de santé et notamment à l'hôpital. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, maintenant qu'on a identifié un peu les leviers sur lesquels on peut agir pour renforcer l'impact de ce que le numérique peut apporter dans le champ de la santé, c'est identifier des modalités de pérennisation de tout ça sur le temps long. Je te donne un exemple tout bête. Tout à l'heure, on parlait des tiers-lieux d'expérimentation. En fait, comment est-ce que de manière pérenne, on est capable de maintenir une capacité d'innovation à l'hôpital ? Pas juste parce que ça fait sympa, ça fait cool, mais surtout parce que d'abord, il n'y a que en co-concevant les solutions numériques de demain avec les patients
et les soignants qu'on va améliorer la qualité de ce qu'on met sur le marché, mais aussi parce qu'on se rend compte que ça a un effet un peu de fidélisation, entre guillemets, ça renforce l'engagement des professionnels soignants à l'hôpital que de se trouver engagés sur des projets qui contribuent très directement à répondre à des enjeux de santé publique, de challenge, de parcours de patients qu'ils observent dans leur quotidien. Donc pour nous, sur ce programme-là, mais aussi sur les entrepôts de données de santé, sur le forfait numérique à l'hôpital dont je te parlais tout à l'heure, l'enjeu là, dans les 5 années à venir, ça va être de construire un petit peu des mécanismes de pérennisation, d'entériner un petit peu les leviers qu'on a identifiés et qui sont utiles au système de santé, où le numérique se montre utile pour résoudre des challenges que rencontre le système de santé. Face à tous ces changements, qu'est-ce que vous mettez en place pour la formation des professionnels de santé ? C'est aussi une très très grosse question, parce que forcément on parle de leur disponibilité, du temps qu'ils ont, de tous ces nouveaux outils, télésurveillance, télésuivi, dispositifs portables, etc. Qu'est-ce que vous mettez en place pour les accompagner sur cette nouvelle ère finalement qui commence ? Ouais, t'as raison, on n'en a pas parlé. Dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique, il y a un gros volet formation aussi, parce que c'est tout bête, hein. Là on est en train de dire, trop bien, le numérique, ça va être utile, ça peut apporter ci, ça, le télésuivi, ça marche comme ça. Tout à l'heure on parlait de la cyber, c'est des questions, c'est des enjeux sur lesquels il faut que les professionnels de santé qui, entre guillemets, sont en formation ou même en exercice, ils soient sensibilisés, ils soient formés. Et donc pour ça, d'abord, on a défini avec les doyens des facultés de médecine et de toutes les formations des professionnels médicaux, post-bac mais aussi infra-bac, on a défini un référentiel de compétences. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu veux être médecin, infirmier, pharmacien, masseur-kiné en France, sur le numérique, qu'est-ce que tu dois connaître ? Qu'est-ce que tu dois maîtriser ? À quoi est-ce que tu dois avoir été confronté, formé ? Qu'est-ce qu'on peut t'expliquer ? Et donc, on a déjà défini ce référentiel de compétences transverses. Donc, ça, déjà, c'était un travail énorme qui a été mené par une personne de l'équipe qui s'appelle Mathieu Faure, en lien avec les doyens et avec les collègues de la Direction générale de l'offre de soins. Donc ça, déjà, c'est un super actif. Et maintenant, l'idée, c'est comment est-ce qu'on le déploie effectivement dans les formations initiales et continues. Pour les formations initiales, on a un plan de financement au travers de ce qu'on appelle l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, AMI-CMA, souvent il s'appelle comme ça. Et là, en fait, on finance les facultés pour qu'elles mettent en place les maquettes pédagogiques associées à ces nouvelles comment on appelle ça, EETCS, ECT, voilà, c'est ça, à ces nouveaux modules de formation dans les parcours de formation initiale, donc à la fac, dans les écoles, dans les IFSI pour les infirmiers, etc. Donc ça, c'est pour les formations initiales. Et ensuite, pour la formation continue, en fait, par exemple, pour la médecine de ville, il y a un truc qui s'appelle le DPC, c'est ce qui permet de définir les modules de formation prioritaires où, si tu es professionnel de santé libérale, tu vas pouvoir bénéficier de ces formations tout en étant rémunéré comme si tu avais fait tes consultations. C'est une manière de favoriser la formation continue des professionnels de santé libéraux. Et on a inscrit des modules de numérique en santé dans ces priorités pédagogiques sur la formation continue aussi. Donc, on essaye d'attaquer les deux angles pour s'assurer que tous les jeunes étudiants qui sortent des facultés de santé, que ce soit médecine ou toute autre profession dans le champ de la santé, ils aient pu bénéficier de ces modules de formation. Et donc ça, dès la rentrée 2023. Et ensuite, que pour les formations continues, on puisse trouver, en fonction de chacun des secteurs et de comment elles sont organisées les filières de formation continue, qu'on puisse inscrire un peu partout ces mêmes modules numériques. C'est une très bonne chose, parce que sans jeter l'opprobre sur mes études, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé en pharmacie. Le numérique, c'était un petit peu très loin. Et allez, une dernière question pour conclure ce podcast. Quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs, des innovateurs à l'hôpital, des soignants à l'hôpital qui veulent innover en santé numérique, qui veulent se lancer dans la santé numérique ?
Je dirais allez-y. Non, mais c'est vrai, on a vraiment besoin de beaucoup d'engagement. Les acteurs de l'écosystème, là, ça foisonne d'idées, ça foisonne d'initiatives. Nous, on essaye de donner des leviers aux acteurs qui prennent des initiatives, qui se lancent. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller. Et donc, pour découvrir tous les dispositifs dont on a rapidement parlé aujourd'hui, il faut aller sur genius.isanté.gouv.fr. Donc, Genius, c'est genius.isanté.gouv.fr. Et là, on présente vraiment tous les dispositifs qui permettent de comprendre les différents appels à financement, les différentes modalités d'accès au marché, tout ce qui peut aider les entrepreneurs vraiment du début de leur idée jusqu'à l'accès effectif de leur solution au marché. Très clair, j'espère que ce podcast pourra être un premier pas vers Genius. En tout cas, merci beaucoup Ella d'être passée sur le podcast. Merci à toi. Et puis bon courage, merci déjà pour tout le travail qui a été fait à la DNS et puis on va continuer à vous suivre dans vos missions. À bientôt. À bientôt.